Alors, grâce à Julie, nous avons des éléments tout à fait éclairants sur la manière d'aborder la question sensible du masque sous l'angle notamment, mais pas seulement, des stipulations de la Convention. Euh, Hélène, tu nous as promis un coup de gueule, donc on t'entend, nous sommes toutes oui pour savoir quel est l'objet de ce coup de gueule. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, avant de me lancer dans une nouvelle carrière d'influenceuse juridique sous les encouragements de ma ministre Frédérique Vidal, puisque d'après ses dires aux Parisiens et à France Inter, nos cours seront désormais effectués à partir de septembre en visioconférence pour éviter les cohortes d'étudiants en amphi et accentuer ainsi la fracture numérique et les inégalités sociales entre eux. Je vais évoquer donc aujourd'hui le sujet des libertés de manière inédite, donc, à savoir sur YouTube. Évoquer les libertés dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons revient d'abord à pointer des responsabilités qui sont déjà bien visibles de la part de nos gouvernants. Un pays ne se dirige pas comme une entreprise, mais se gouverne en tenant compte des personnes qui en font partie. Or, on ne saurait faire l'économie des services publics d'un pays au risque de jouer avec la vie de sa population, qu'il s'agisse de la vie, du service public de la santé, essentiel à la préservation de la vie de chacun, du service public de l'éducation, nécessaire au pluralisme de toute société démocratique et à l'égalité de tous, de l'enseignement supérieur et de la recherche, parfaitement méprisés depuis des années, mais vers qui l'on se tourne pour trouver le plus vite possible des solutions miraculeuses. À cela s'ajoute le déséquilibre institutionnel flagrant de la Ve République, qui montre aussi, en ces temps sombres, la mainmise d'un seul homme, le président de la République, dans la gestion déplorable d'une crise massive. Le ton martial adopté, ajoutant à l'angoisse vécue, non par lui, mais par les plus vulnérables, et la multiplication frénétique et déconcertante de textes et de mesures improbables par le Premier ministre et son gouvernement, atteste de tâtonnements absolument inacceptables. Le pouvoir législatif, tantôt mis à l'écart dans l'adoption des textes, tantôt incapable d'assurer un réel contrôle politique de l'exécutif, nous a aussi tristement illustré combien sa fonction de représentation reste fondamentale à travers l'immunité pénale, inédite et improbable des maires qui, rappelons-le encore, participent à l'élection des sénateurs eux-mêmes. Oui, le droit est partout en ces temps sombres, les responsabilités tristement accablantes, mais surtout nos libertés individuelles particulièrement mises à mal. Si l'on était en droit d'attendre des juges, Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, une réponse, nos espoirs ont à nouveau été récemment réduits à une peau de chagrin. C'est donc ce constat désolant qui m'amène aujourd'hui à évoquer la protection cruciale de nos libertés par la Cour européenne des droits de l'homme, qui risque, malgré elle, de se retrouver sur la sellette dans les prochaines semaines, les prochaines années, par un afflux de requêtes individuelles. Celles-ci illustreront notre propension à vouloir activement garantir nos libertés face aux atteintes ou aux manquements de nos dirigeants. La Cour de Strasbourg risque sans aucun doute d'être donc à nouveau la cible de critiques virulentes de nos gouvernants, ceux-là même qui sont censés protéger nos libertés, mais qui, concernant la France, n'ont pas pris la peine d'avertir le Conseil de l'Europe de ce mystérieux état d'urgence sanitaire qui, comme tout état d'urgence, risque certainement de se pérenniser encore. Nos libertés sont donc particulièrement éprouvées par cette crise, qui n'est pas qu'une crise sanitaire, mais aussi une crise politique et démocratique. Le caractère crucial de la protection de nos libertés individuelles se situe donc là. Cette crise éprouve en effet nos institutions et nos droits, certains que l'on pensait naïvement à jamais protégés et dont l'exercice plein et entier est aujourd'hui menacé. Or, le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme ont été pensés pour asseoir les bases démocratiques de nos sociétés européennes et protéger les droits fondamentaux des personnes placées sous la juridiction des États et qui aujourd'hui montrent toute leur incapacité à protéger nos droits et libertés. Plus précisément, je tenais à évoquer ici un principe que la Cour européenne a reconnu, celui d'autonomie personnelle. Ce principe s'entend comme la faculté pour la personne humaine de mener sa vie comme elle l'entend,
ce qui aujourd'hui pourrait donc en faire rêver plus d'un parmi nous. L'autonomie personnelle vise à protéger nos choix personnels qui se nourrissent et se limitent en interaction avec autrui, afin que ces choix soient peut-être mieux acceptés socialement et qu'ils enrichissent la société dans son ensemble. Or, la crise actuelle éprouve nos interactions sociales en les redéfinissant à travers d'autres moyens, via des apéros ou des conférences en visio qui sont en nette augmentation. Mais cette crise met aussi à mal nos choix en responsabilisant outrageusement, à mon sens, voire en culpabilisant les personnes, telles que les parents, tenus de remettre leurs enfants à l'école, mais fortement quand même encouragés à ne pas le faire. La culpabilisation peut aussi faire place à la menace inacceptable et redoutable de l'absence de choix. De l'étudiant qui n'a plus assez d'argent pour se nourrir, à la femme victime de violence ou de maltraitance qui se retrouve confinée avec son bourreau, aux travailleurs les plus vulnérables. L'autonomie personnelle est donc plus que jamais une notion essentielle à la protection de nos libertés dans ces sociétés européennes éprouvées par cette crise sanitaire, mais qui, encore une fois, est une crise aussi politique et démocratique. L'autonomie personnelle sous-tend l'ensemble de la Convention européenne et notamment son article 8 qui garantit la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance. Ce droit, pouvant être en temps normal limité, est aujourd'hui extrêmement menacé à la lumière précisément des atteintes à l'autonomie personnelle. Ainsi, par exemple, il découle de ce droit, alors non pas un droit à l'avortement, ce que la Cour, encore une fois, n'a jamais reconnu en tant que tel, mais un droit à pouvoir effectivement recourir à une IVG dans les conditions qui sont fixées par la loi nationale. À cet égard, les femmes souhaitant y recourir ont largement été entravées dans l'exercice de ce droit par les mesures de confinement, les vulnérabilisant encore davantage. Autre exemple, les modalités de garde des enfants ont parfois dû être modifiées afin d'assurer le maintien de leur relation avec leurs deux parents, mais dans des conditions parfaitement inédites. La Cour garantit aussi la vie privée des salariés, qui aujourd'hui semblent extrêmement vulnérabilisés en raison de leur profession ou des contraintes liées à leur activité professionnelle, comme le montrent les tests de dépistage du virus ou l'isolement de certains travailleurs, voire l'exposition directe de leur santé. Via l'article 8, toujours, les données à caractère personnel qui permettent donc de nous identifier sont plus que jamais exposées. Certaines données particulièrement sensibles risquent d'être collectées, d'autres risquent d'être communiquées, mais les personnes elles-mêmes sont responsabilisées en ce sens. Il leur reviendra peut-être, du coup, demain, d'accepter de communiquer des données de santé, c'est-à-dire des données particulièrement sensibles, les concernant, c'est-à-dire concrètement de perdre la maîtrise informationnelle de telles données. Ainsi, ces quelques exemples montrent que les inégalités ont été renforcées par ces mesures de crise en restreignant la capacité de choix des personnes à différents niveaux, comme le montre le seul fondement de l'article 8 de la Convention que j'ai pris, et encore une fois, la liste des exemples est loin d'être exhaustive. Ces exemples ne sont vraiment qu'une toute petite illustration de la remise en cause insidieuse de nos droits et libertés, dont la protection ne constituerait pas un obstacle à la lutte des gouvernants face au Covid, mais le signe d'une réelle prise de conscience de ce que reflète cette crise sanitaire, à savoir une crise globale sur le plan politique et démocratique. Les espoirs placés entre les mains du juge supranational pour préserver nos libertés ne font qu'illustrer le désengagement dramatique des autorités nationales sur le terrain des libertés, qui ne date pas de la crise du coronavirus, mais que l'on risque non seulement de regretter comme aujourd'hui, mais surtout de ne plus jamais retrouver pleinement à l'avenir. Je vous remercie. Merci à toi, Hélène, de nous flinguer le moral définitivement. Avec ce coup de sang, c'est même plus un coup de gueule. On sent que j'ai plus trop de morale non plus. J'espère que tu te sens mieux en ayant voilà, vidé ton sac sur Oui, complètement. Bon, on est aussi là pour se faire du bien et donc on accepte évidemment tous les coups de gueule qui méritent d'être donnés. Évidemment, sur l'autonomie personnelle, on voit bien où nous mène le champ des paradoxes et donc des impasses que ça peut générer.
Juste sur l'immunité pénale, la loi de prorogation n'a finalement même pas eu besoin sur ce point de répondre aux attentes de certains maires, elles-mêmes relayées par certains sénateurs, puisque le texte a accouché non pas d'une montagne, mais bel et bien d'une souris. Une souris qui nous ramène quand même à l'enjeu que tu ciblais très bien, Hélène, celui de l'instrumentalisation, peut-être de la pénalisation à travers le paradoxe que génère une fois de plus l'usage qu'on peut vouloir faire de certains items clés de nos droits. Et Anne a, dans sa besace précédemment, évoqué la question d'un paradoxe qu'on pourrait envisager à travers le rôle de la CEDH, mais qu'elle va nous présenter sous un angle qu'elle a affiné entre-temps, celui de ce bureau des légendes que pourrait susciter le rôle que joue en coulisses, en sourdine, je ne sais pas, à la cour.